cette année, accompagné d'une équipe avec à sa tête le major Charles Kowalski, vous avez traversé la porte des étoiles pour une mission de reconnaissance afin de sauver la femme du docteur Jackson et son frère. Puis d'évaluer la menace des Goa'uld, c'est bien ça? Pardonnez-moi, mais je dois vous reprendre. Il y a une apostrophe après le A, juste avant le U, et ça se prononce... Goa'uld. Bienvenue sur Comtrea Studio, une chaîne dédiée à ce qui nous fait kiffer, en particulier Stargate. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler des méchants les plus iconiques de Stargate SG-1, les Goa'uld. Je vais commencer par un bref résumé, ensuite on va creuser plus en détail, et j'ai bien envie de vous raconter les événements de la série du point de vue des Goa'uld. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car comme vous le savez, une nouvelle série Stargate est en cours d'écriture par les studios d'Amazon. C'est le meilleur moment pour spéculer sur l'avenir de la franchise. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un Goa'uld ? Vous croyez que le vrai Baal se serait laissé capturer comme ça, en tremblotant dans un fourré comme un petit lapin effrayé? Ça c'est mieux. Pour faire simple, ce sont des extraterrestres qui se prennent pour des dieux égyptiens avec une voix bizarre et les yeux qui brillent. Ils ont des vaisseaux pyramides et des soldats en côte de maille avec un coup de tampon sur le front. Ce sont les méchants, ils sont vilains, dangereux et pas beaux. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais vous avez l'idée générale. En tout cas, c'est la représentation que se font les gens qui ne connaissent que très peu la série. Dans l'univers de Stargate, le premier Goa'uld que l'on rencontre est Ra. Dans le film de Roland Emmerich, on apprend que Ra appartient à une race alien souffrant d'une vilaine grippe. Peut-être la Covid. Et après avoir traversé les étoiles, il découvre un monde débordant de vie, la Terre. Les humains, donc nos ancêtres, vivant de la cueillette et de la chasse, il était facile pour lui de les soumettre à sa volonté en se faisant passer pour un dieu. Mais entre nous, si demain il y a un vaisseau spatial qui débarque de nulle part, je suis sûr que t'as des siphonnés du bocal qui verraient une action divine ou un truc du genre. L'évolution, quoi. Bon, ensuite on apprend dans l'œuvre originale que Ra a pris un humain comme hôte, et qu'il a expatrié des esclaves à travers la porte pour bosser dans tous les McDo de la galaxie. Et c'est à peu près tout ce que l'on apprend dans le film. Donc pour résumer, on a affaire à une race alien hypocondriaque qui se la pète. D'ailleurs, dans le film, on ne sait toujours pas comment s'appelle cette race extraterrestre. On sait juste que Ra est très vieux et ne me sortez pas les théories foireuses qui disent que Ra est un Asgard parce que soi-disant ça ressemble à ça. Non, 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 non. C'est beaucoup plus simple que ça, mais on y reviendra. Donc dans le film, les gentils américains font exploser le vaisseau de Ra avec lui à l'intérieur et tout est bien qui finit bien. 2 ans plus tard, patatras, un groupe de métalleux bien vénères déboule sur scène et défonce la baraque. Ils embarquent un petit souvenir et partent sans signer d'autographe. D'ailleurs, il a fallu attendre 10 saisons et 2 téléfilms pour savoir comment ils ont fait pour activer la porte. Oui, dans Stargate, on aime faire durer le suspense. Après moult rebondissements, on apprend que Ra n'est pas le seul membre de son espèce, qu'il y a d'autres gars comme lui qui se prennent pour des dieux, et qu'ils ont finalement la forme de petits serpents diaboliques. La possession se fait généralement par la nuque, et après un temps plus ou moins long, l'autre n'est plus qu'un spectateur dans son propre corps. Le symbiote prend les commandes et en voiture Simone. Étant donné que ce sont les méchants principaux, tout naturellement nous en apprenons davantage sur eux au fur et à mesure que la série se développe. Dans la saison 1, épisode 13, on en apprend un petit peu plus sur eux. Vous, avec le crâne de marbre. Je crois qu'elle parle de vous, mon général. À tort, un Goa'uld qui a choisi un hôte avec un bon potentiel débarque au SGC après une grosse sieste de 2000 ans au Mexique. D'ailleurs, petite exclusivité, messieurs, dames, je suis en contact avec Brad White et il m'a confié que si Hathor était enfermé dans le sarcophage, c'est parce qu'en fait, elle a perdu une partie de cache-cache avec les autres grands maîtres et ils l'ont jamais retrouvé, quoi. Ça sonnait mieux dans ma tête. Je vais peut-être pas la garder celle-là.
C'est nul! Bref, la voilà qu'elle débarque au SGC avec une haleine à faire tomber des mouches, mais vous connaissez les militaires, ils ne peuvent pas s'empêcher d'être charmants avec une jolie jeune femme. Comment résister en même temps, hein? Non, plus sérieusement, elle dégage des phéromones avec son haleine pour envoûter les hommes de la base. Mais ça marche pas sur les femmes, ni sur les Jaffa. Quelle chance. Durant son petit séjour au SGC, on apprend que les Jaffa ne sont pas seulement des guerriers disposant d'une plus grande force grâce à leur symbiote dans leur abdomen, ce sont également des incubateurs, permettant aux larves qui se développent de s'habituer au corps humain et de faciliter la possession de leurs hôtes. En gros, ils passent leur enfance dans le bide d'un soldat jusqu'à ce qu'ils soient capables de prendre les commandes. Un peu comme nos ados qui restent dans leur chambre jusqu'à ce qu'ils soient capables de prendre leur appart. Les larves sont créées à partir d'une reine. Les Goa'uld sont une espèce asexuée. Évidemment, ils ont des préférences concernant leur hôte, qu'ils soient féminins ou masculins. Des choix qui peuvent changer, par exemple avec Osiris, qui est une personnalité mythologique masculine, mais qui a pourtant gardé la copine de Daniel comme hôte. D'ailleurs, si vous êtes une jeune femme plus ou moins proche de Daniel, méfiez-vous. Vous voilà prévenu. Pour finir avec les reines Goa'uld, en théorie, tout symbiote suffisamment développé peut devenir reine. Mais c'est à confirmer. Quoi qu'il en soit, les Goa'uld sont organisés comme une société féodale. Ils règnent en maître sur toute la galaxie en exploitant les ressources des diverses planètes grâce à leur doctrine religieuse et la persécution des peuples humains et Jaffa. Je ne vais pas trop m'étendre sur les Jaffa, je pense que c'est un sujet qui mériterait une vidéo à part entière. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et d'ailleurs n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sous la vidéo, et puis de la partager si vous le souhaitez. La critique qui revient souvent concernant Stargate, c'est que sur toutes les planètes on retrouve des humains, et que ce n'est pas très original. Mais comme je l'ai évoqué plus tôt, les Goa'uld ont exploité le réseau des portes pour expatrier des humains de la Terre dans toute la galaxie. C'est une main-d'œuvre efficace, facilement remplaçable, et très naïve. Il suffit d'avoir un petit joujou technologique pour faire croire à n'importe quel pécor que c'est de la magie. D'ailleurs, pour un Goa'uld, c'est une espèce très intéressante d'avoir sous le coude, hein, en cas de problème. Bah oui, parce que nous sommes des hôtes très chaleureux. C'est pour ça que les fonctions domestiques des Goa'uld sont gérées par des humains, et non des Jaffa. Bah oui, hein. On n'est jamais trop prudent. Mais les humains ne sont pas les seuls à avoir accueilli des Goa'uld. Les Unas sont connus pour avoir été les premiers hôtes des Goa'uld. Venant de la même planète, c'est bien par eux qu'ils ont commencé leur conquête de la galaxie. Ah, et n'oublions pas le petit flashback de Ra, quand il était en tournée dans toute la galaxie. Ma théorie, c'est qu'il y a eu une espèce intermédiaire entre les Unas et les humains, qui ont eu l'honneur de servir d'hôtes à nos petits lézards. Une espèce qui a peut-être disparu à ce jour à cause d'une grande maladie. Cette théorie répondrait à de nombreuses questions. D'ailleurs, savez-vous d'où vient leur technologie, leur savoir? Eh bien, quand un Goa'uld s'introduit dans la tête de son hôte, que ce soit par la bouche, la nuque, le cou ou n'importe quel orifice, il s'approprie ses connaissances. Par ailleurs, une reine peut faire le choix de transférer sa mémoire de manière génétique à sa progéniture. Quel dommage qu'on puisse pas faire ça avec nos gamins. Quoique... Tiens, d'ailleurs, il faut savoir que quand deux Goa'uld décident de faire des galipettes avec leur hôte, il est formellement interdit pour eux de faire un enfant humain, car celui-ci se retrouverait avec la mémoire génétique des symbiotes. Et ça, les Goa'uld, ils aiment pas, ils aiment pas trop. Donc les gars, sortez couverts. L'origine de leur technologie de base reste un mystère. Ils ont bien évidemment acquis des connaissances de ce que les anciens ont laissé traîner ici et là. Mais le SGC soupçonne qu'ils ont eu accès à d'autres sources technologiques, ce qui laisse une porte entrouverte aux scénaristes de la prochaine série pour nous en dire plus à ce sujet. Les Goa'uld que nous rencontrons dans la série ont tous leurs spécificités. Beaucoup sont des gros geeks à la recherche de nouvelles technologies, d'autres aiment la stratégie ou la ruse. Et certains sont pas forcément attirés par le pouvoir, mais ils restent tous très égocentriques. Et c'est là que je vais vous parler des Tok'ra,
car même au sein des Goa'uld, il existe une opposition du pouvoir en place, et surtout à sa manière de l'appliquer. Les Tok'ra sont un groupe de rebelles découverts dans la saison 2. Ils sont de la même espèce que les Goa'uld, mais contrairement à leurs congénères, ils ne cherchent pas la domination totale sur leurs hôtes, mais vivent en symbiose avec eux. Il y a fort longtemps, une Goa'uld qui s'appelle Egeria a eu une illumination. Mais dis donc, c'est pas très gentil de voler le corps des gens. Elle décida de pondre des symbiotes dans l'unique but de casser les pieds au grand maître et d'offrir une nouvelle perspective. Comment tu crois? Je sais. Les copains, et si on partageait tout avec nos autres pour vivre dans la transparence et le bonheur? Mais qu'est-ce qu'elle est conne. Partager avec nos autres. Ah non mais vraiment. Ah là là là. Non mais, je suis sérieuse les copains. Ça pourrait être génial. Non mais Jaria, t'es bien gentil, hein, mais arrête tes conneries. Retourne dans ton aquarium là, c'est mieux. Et mets pas tes idées dans la tête des jeunes, hein. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous devriez essayer. Vous ne voulez vraiment pas du bonheur de vivre en symbiose avec votre hôte et de partager tous ces moments de bonheur que peuvent nous offrir la vie. Vous ne voulez pas essayer? Oh. Non. Non. Ah bon, vous ne voulez pas? Bah on va tout faire cramer. Tu veux faire quoi? Baltringue. Et c'est là qu'une guerre civile éclata. Mais ça n'a pas duré longtemps car Egeria fut capturé par Ra et emprisonné sur Pangar. Les Tok'ra restant vivants se cachent, mais la lutte continue. Et oui, leur plan est de faire en sorte que les Goa'uld se fassent la guerre entre eux, c'est bien plus pratique, avec des attentats ou des assassinats. Ce sont des alliés bien connus de la Terre, même si le colonel O'Neill a toujours eu un peu de mal avec eux. Malheureusement, leur mouvement est en déclin. L'une des raisons à cela, c'est qu'ils n'utilisent pas de sarcophage. Mais qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, les sarcophages, c'est une boîte magique dans laquelle on va mettre Jordan, qui a tenté une cascade en skateboard au-dessus de l'autoroute. Mais Jordan a oublié d'attacher ses lacets et a fini en mode balle de flipper entre les voitures. Jordan a très mal. Mais pas de panique. Jordan est comme un Bob Ikea, sans les vis. Mais grâce au sarcophage, vous pouvez prendre Jordan avec vous, le mettre dans un sac, vous arrêter au McDo, prendre un bon McFlurry et vous diriger tranquillement au sarcophage le plus proche. Vous pourrez alors le déposer délicatement. Après avoir fini votre délicieuse crème glacée, le sarcophage s'ouvrira avec un Jordan tout beau tout neuf. Bon, vous l'aurez compris, le sarcophage permet de guérir tout type de blessures, mais il permet également de soigner certaines maladies, d'accroître considérablement l'espérance de vie, et même de ressusciter les morts. Néanmoins, comme tout médicament, il faut bien lire la notice, en particulier les effets secondaires. Car le sarcophage est issu d'une technologie des anciens, créée pour soigner des anciens, pas des humains, et encore moins autre chose. Mais les humains, ça marche à peu près, à condition de ne pas en abuser. Le corps humain étant proche de celui des anciens, il est facile de le faire durer indéfiniment, ce qui a conduit les Goa'uld à privilégier les humains aux Unas ou à d'autres espèces pouvant servir d'hôtes. Mais à la longue, l'utilisation du sarcophage peut entraîner un désordre psychologique, de par son accoutumance, rendant les utilisants paranoïaques, mégalomanes, voire agressifs. Les sarcophages sont une ressource précieuse d'un intérêt stratégique pour les Goa'uld. Il fait partie intégrante de leur culture. Je devais en parler. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote bien sympathique. Dans la saison 5, épisode 8, La Tombe, on découvre qu'un Goa'uld dénommé Marduk fut emprisonné il y a très longtemps dans son sarcophage par ses propres prêtres. Oh, le pauvre. Ah, que voulez-vous, ils en avaient marre de prendre des coups de canne. Mais pour ajouter un peu de fun à tout ça, les prêtres glissent une jolie petite bestiole carnivore qui passe des centaines d'années à dévorer un corps qui se régénère à l'infini. Vous voulez dire qu'il aurait été dévoré vivant? Le sarcophage a sûrement dû le conserver en l'état pas mal de temps, ce qui fait que c'est tout à fait possible, oui.
Petite pensée pour l'hôte. Aïe. Résumons. Les Goa'uld sont une espèce parasitaire. Ils ont acquis des technologies en prenant pour hôtes des humains et d'autres espèces intelligentes. Ils veulent des technologies pour accroître leur espérance de vie et soumettre des peuples inférieurs à leur volonté dans toute la galaxie. Ils se font passer pour des dieux mythologiques auprès des humains qu'ils ont exportés dans toute la galaxie. Seuls les Asgard leur tiennent tête, car ils sont nettement plus développés technologiquement. Ils ont un système féodal et se font la guerre entre eux, en particulier à cause des Tok'ra qui sèment le trouble parmi eux. Mais dans le lore de Stargate, comment tout ça se passe pour eux? Je pourrais vous énumérer la très longue liste de Goa'uld que l'on a aperçue dans la série, mais la vidéo durait 2 heures, et ce n'est pas une blague parce que j'avais commencé à écrire un script en vous décrivant chaque Goa'uld avec son histoire dans la série et ses origines mythologiques, et bon, ça devenait indigeste. Donc si vous voulez en savoir plus sur chaque personnage de la franchise, je ne peux que vous orienter vers Stargate Fusion. C'est d'ailleurs un outil qui m'a été très utile pour écrire cette vidéo. Mais revenons à nos petits symbiotes. Les Goa'uld vivaient leur meilleure vie jusqu'à ce que Ra se fasse mystérieusement déglinguer. Les autres grands maîtres se disputent le bout de gras pour savoir qui aura la plus grosse part du gâteau. Pendant ce temps, Apophis, l'ennemi juré de Ra, décide de fonder une famille. Et c'est là que l'histoire de la série commence. Je vais donc vous la raconter du point de vue des grands maîtres. Après une attaque ouverte sur Chulak de la part des humains, Apophis décide d'envoyer 2 vaisseaux mères pour remettre les pendules à l'heure sur Terre. La Tori, comme il l'appelle. Et oui, parce que faire sauter une prison, tuer la moitié de sa garde personnelle et abattre un planeur de la mort, ça commence à chiffrer, hein. Pas sûr que l'assurance prenne en charge. Sans compter le préjudice moral d'avoir perdu son primat. Mais rien ne se passe comme prévu, parce que Maître Bratak, sur sa lance perchée, décide de se la jouer warrior et fait exploser les 2 vaisseaux amiraux d'Apophis. Et là, Apophis il fait plus le malin, hein. Les autres grands maîtres se foutent de sa gueule, et il est plus du tout légitime à son titre, alors il se fait défoncer par Sokar. Pendant ce temps, des rumeurs circulent, comme quoi Héroux aurait tenté d'installer une base sur l'une des planètes protégées par le traité des Asgard. Bon, mauvaise idée. Plus tard, une autre rumeur vient aux oreilles des grands maîtres. Un vieux Goa'uld a fait son retour, Hathor. Apparemment, elle serait parvenue à revenir une petite armée de Jaffa, mais le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'elle se serait fait tuer par une alliance entre des Jaffa rebelles, des Tok'ra et des humains de la Terre. Ah, cette fois, c'est plus possible. La Tori se fait trop remarquer. De plus, d'autres rumeurs disent qu'il serait peut-être responsable de la mort de Ra. Ça commence à faire beaucoup, hein. Les grands maîtres décident de se réunir pour régler le problème une bonne fois pour toutes, hein. Pour une fois, ils arrivent à se mettre d'accord, et ils organisent une extermination à grande échelle de la Terre. Mais voilà qu'après négociation, les Asgard décident de mettre la Terre sur la liste des planètes protégées. Il est donc impossible pour les Goa'uld d'attaquer la Terre au risque de représailles sévères de la part des petits gris. Et de toute façon, les Goa'uld ont fort à faire, car Sokar est sur le point de renverser la balance. Il possède la plus grande armée, et il est prêt à faire la guerre aux autres grands maîtres. Non, parce que il est mort. Ah oui, tué dans les flammes de Netou, au sens propre. Apophis, revenu d'entre les morts. Il ne perd pas de temps et tente de négocier avec Héroux, le seul capable de rivaliser avec son armée. Mais les négociations prennent fin quand Apophis détruit le vaisseau amiral de son rival. La légende raconte que Héroux lui aurait tendu un piège qui n'a pas fonctionné. Crie Héroux, c'est Pak Arak Apophis. Mais c'est une année très particulière pour les Goa'uld car un autre grand maître meurt mystérieusement, Chronos, qui est suivi de près par Apophis, et cette fois c'est définitif. Le tout dans des circonstances mystérieuses. D'ailleurs, une grande partie de son armée s'est fait détruire dans une catastrophe naturelle.
Du moins, c'est ce qui se dit. Et dans le même temps, une immense explosion a rasé une grande partie de la planète Delmak. Le cœur de la civilisation Goa'uld. Il y a eu des milliers de morts. Là, les grands maîtres, ils sont méfiants. Là. Il y a des têtes qui tombent, c'est pas normal, ça faisait des milliers d'années qu'on n'avait pas vu ça. Et dans l'ombre, un ennemi guette. Des planètes se font piller, des places fortes se font détruire, des flottes isolées ne donnent plus signe de vie. Il est temps pour les grands maîtres de se réunir une énième fois. C'est dans le système d'Azara que Baal, Svarog, Holokun, Morrigan, Kali, Bastet et Yu se réunissent. Cette place forte, d'un ancien temps, est réputée imprenable. C'est là que, à leur grande surprise, un ancien grand maître va faire son retour, Osiris. Mais il n'est pas là pour lui, non. Il est là pour représenter un grand maître beaucoup plus vieux et beaucoup plus dangereux. Anubis, Quoi? Tu mens. Il a été tué. c'est ce que tu avais supposé après que tu aies comploté pour l'éliminer. Comme si ça ne suffisait pas qu'il ne fasse plus du tout partie des grands maîtres Goa'uld. Il n'avait pas le droit de revenir. C'était il y a longtemps. Et il ne reste plus qu'un grand maître de cette époque révolue. Les autres grands maîtres sont pour la plupart réticents au retour de celui qui fut banni, en particulier Yu, qui sera le seul à lui tenir tête. Pour son retour, Anubis offre un cadeau à ses congénères, le sang des Tok'ra. Mais il n'est pas comme les autres grands maîtres, il y a quelque chose de bizarre chez Anubis. Et où était-il passé depuis des milliers d'années ? Pendant que la cause des rebelles Jaffa prend de l'ampleur, et que des massacres sont organisés, Anubis ne cesse d'attaquer la Terre. Les grands maîtres commencent à perdre patience, Anubis ne tient pas ses promesses, et certaines planètes sont pillées. Une grande bataille éclate entre Yu et Anubis. Apparemment, ce dernier aurait développé une arme capable de raser des planètes entières et de détruire des flottes en un claquement de doigts. Baal profite d'une occasion pour détruire ce terrible vaisseau, mais il ne révéla jamais d'où venaient ces informations. Cette fois, Anubis se retrouve dos au mur, mais il n'a pas encore joué toutes ses cartes. Bon, cette fois, plus de grandes armées, plus de gros canons, tout en finesse. Anubis crée un soldat invincible, capable de vaincre une armée à lui tout seul. Les drones, ou plutôt les guerriers Ker, sont envoyés un à un pour traquer et assassiner les opposants d'Anubis. L'alliance des Tok'ra, des Jaffa et des Tori se dissout. La balance penche en faveur du chacal, qui semble partir en quête d'une technologie d'un temps perdu. Malheureusement pour lui, les humains ont pris de l'avance. Cette fois, plus de ruse ou de supercherie. Au plus grand étonnement de toute la galaxie, il envoie une armada de vaisseaux pour attaquer la Terre. Mais aucun d'eux n'en est revenu. Les Asgard sont-ils intervenus? Non. Mais les rumeurs vont bon train. Une arme des anciens cachée sur Terre serait venue à bout de l'immense armée d'Anubis. Une délégation est envoyée pour négocier un traité de paix avec la Tori, mais également pour en savoir plus sur cette arme. Pendant ce temps, Baal profite de la situation et s'empare des places fortes d'Anubis. Et la délégation repart bredouille. Les Goa'uld peuvent penser leur plaie, du moins pendant un moment, car Anubis n'est pas mort. Oui, difficile de tuer un être immatériel. Les Goa'uld se font la guerre de manière intensive, dans une galaxie totalement déstabilisée. Les Jaffa profitent de la situation, mais un nouvel ennemi sorti de nulle part fait son apparition. Les réplicateurs. En quelques jours, les grands maîtres se font exterminer. Leur plus grande force, la technologie, est devenue leur plus grande faiblesse. C'est sur Dakara, une planète ancestrale pour les Goa'uld et les Jaffa, que l'avenir de la galaxie se joue. Finalement, les réplicateurs sont vaincus, et seuls quelques Goa'uld survivent. Plus tard, Anubis disparaît mystérieusement. Une rumeur raconte que ce serait Daniel Jackson qui l'aurait tué. Mais est-il vraiment mort? Finalement, il ne reste que Baal, le dernier des grands maîtres Goa'uld. Mais son pouvoir est ridicule face à la toute nouvelle nation Jaffa qui traque leurs anciens oppresseurs. Ils se cachent et tentent de retrouver un peu de pouvoir. D'autres Goa'uld sont toujours présents dans la galaxie, mais ils sont sans armée et pour la plupart se cachent. Finalement, après la fin de la guerre des Ori,
Baal, le dernier grand maître Goa'uld, qui a régné tel un dieu pendant des siècles sur d'innombrables planètes, est exécuté par la Tok'ra. Et voilà l'histoire des Goa'uld dans les grandes lignes de la série Stargate SG-1. Je suis sûr que l'on va me faire remarquer que j'ai oublié pas mal d'éléments dans ce résumé. Évidemment, je ne pouvais pas tout mettre. Donc n'hésitez pas à boucher les trous dans les commentaires et me dire quel est votre Goa'uld préféré. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais je tiens vraiment à faire cette dernière partie, la spéculation. Comme j'ai dit au début de la vidéo, nous allons avoir une nouvelle série Stargate, et ça fait plaisir. Mais je pense que les scénaristes vont tenter de revenir aux sources. Il y a fort à parier que les Goa'uld vont faire leur grand retour. Il y a de nombreux détails à éclaircir sur leur histoire. Plus tard, on peut imaginer qu'une autre série pourrait voir le jour sur Stargate, une série qui pourrait pourquoi pas raconter l'arrivée des Goa'uld sur Terre à l'époque de l'ancienne Égypte. Je suis sûr que ce sujet pourrait intéresser beaucoup de monde, même des gens qui ne sont pas particulièrement fans de Stargate. Il y a beaucoup de théories et de fantasmes autour des anciens astronautes ou des civilisations extraterrestres qui seraient venus il y a très longtemps pour nous expliquer comment empiler des cailloux. Mais avant d'en arriver là, voyons déjà ce qui est possible avec notre petite série qui va se composer de 10 épisodes pour la première saison. Premièrement, Anubis n'est pas mort. Il est seulement retenu dans un combat éternel avec Omar. Vous ne pouvez rien faire, Daniel. Vous n'avez aucun pouvoir. Mais moi, j'en ai. Pas celui de me tuer. Mais je peux lutter. Tu ne gagneras pas. Aucune importance. Tu ne pourras rien faire d'autre que te battre contre moi. Tu abandonnerais ton œuvre. En t'empêchant de nuire, je la poursuis. Oh non. 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 Peut-être qu'un jour, on pourrait le revoir revenir, mais je ne suis pas très fan de l'idée, en tout cas pas pour le moment. Un nouveau Goa'uld dont on n'a jamais entendu parler pourrait faire son apparition. On peut imaginer des dieux mythologiques qui n'ont jamais été cités dans la série, comme Hadès, Zeus ou Sobek, mais ça peut être aussi un personnage historique. Après tout, on a bien Imhotep en Goa'uld, alors qu'il s'agit d'un personnage historique bien réel. Ou alors, les Tok'ra, qui retournent leur veste pour essayer de prendre le pouvoir dans la galaxie brisée après le passage des Ori. Bon, quoi qu'il en soit, je suis sûr que les Goa'uld vont faire leur retour dans Stargate. Pour moi, c'est une certitude. On n'a pas fini de voir des yeux qui brillent sur nos écrans. Stargate est un immense bac à sable dans lequel on peut créer beaucoup de choses. J'ai hâte de voir ce que va nous pondre les studios Amazon. Quoi qu'il en soit, il faudra s'attendre à de la nouveauté et l'accepter. Beaucoup de gens se sont fait une idée bien précise de ce que pourrait devenir Stargate. Pour ma part, les derniers Goa'uld sont réduits à vivre sur la dernière planète en leur possession, une planète qui fait office de lieu d'asile, Olympe. Sur ce monde, Artemis maintient la planète dans l'attente d'Athéna, qui ne reviendra jamais. La planète est cernée par un blocus Tok'ra et seule la porte permet de voyager à travers la galaxie. Bien d'autres secrets se cachent sur cette planète et autour de cette intrigue, mais je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout et d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur cette chaîne et ça fait extrêmement plaisir. J'ai de nombreux projets en tête, des idées de vidéos, d'événements et surtout notre fan série avec la saison 2 qui est presque prête à sortir. Restez bien connectés et n'oubliez pas la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci aux copains qui nous soutiennent et à très vite sur Comtraya Studio. Ra, Abophis, Hathor, Nirti, Eru, Ur, Chronos, You,